bonjour à tous. Les gars, pas de décompte, bonjour à tous, bienvenue sur le stream.fr. Pas de cadrage apparemment non plus. Ok, nous n'y sommes pas prêts, on parlait avec Erwan de diffusion. Bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver donc en direct sur le stream.fr. Et pour ceux qui sont sur la chaîne YouTube, eh bien, bienvenue pour parler de NBA comme tous les lundis. Je suis avec Erwan comme tous les lundis, ça va, tu vas bien? Ça va très bien. Un bon week-end? Ouais, un bon week-end, j'ai fait quelques nuits blanches en regardant les matchs, mais voilà. Nuit blanche et des belles soirées devant le Final Four de Euroleague. Et devant l'Euroleague aussi, on en parle trop peu dans nos émissions, mais on a encore assisté à un spectacle de haut niveau. Et comme j'ai dit dans un tweet le week-end, j'ai jamais été déçu, j'ai aucun souvenir d'un Final Four où j'ai été déçu. Donc voilà, et bravo donc à qui c'est qui le Français qui gagne? À Nando De Colo qui gagne sa deuxième Euroleague. Voilà, c'était face à Moerman et Rodrigue Beaubois. On a superbe week-end. Rodrigue qui n'a pas fait la meilleure impression lors de cette finale, mais c'est un autre débat. On salue évidemment David Cosette et Stephen, notre fameux Stephen, Monsieur Coach Brown, qui ont commenté justement ce Final Four pendant tout le week-end. Ils nous ont raconté 2-3 trucs qui se passaient pendant le match en tribune. Apparemment, ça se castagnait et la night a été plutôt sympa dans les rues de Vitoria. Pour ceux qui aiment le basket, c'est vrai que le Final Four Euroleague, c'est peut-être ce qui se fait de mieux, en tout cas sur des matchs à élimination directe. Ouais, clairement. C'est vraiment, il y a beaucoup. Pour ceux qui aiment la NCAA, allez voir les Final Four d'Euroleague. Alors c'est une fois par an, puis même l'Euroleague de manière générale. C'est un basket. Comme tous les Final Four. C'est un basket différent, mais c'est l'excellent compromis entre la NCAA et la NBA. Absolument. Tu parles de NCAA justement aujourd'hui au programme. On va revenir en long et en large sur R.J. Barrett. Nous aurons un invité qui va s'asseoir juste à côté d'Erwan. Il s'appelle Alex. Il vient du podcast Envergure. On parlera d'Envergure aussi et du site puisque c'est le site français aujourd'hui qui fait le plus de scouting report sur les prochaines stars NBA et puis les joueurs solides. Puis ceux aussi qui vont aussi se casser la gueule en NBA. Bref, sur tous les joueurs que l'on peut découvrir en NCAA et en Europe et en Chine et ainsi de suite. On parlera évidemment des deux finales de conférence. On va commencer tout de suite avec la conférence Est puisqu'il y a deux dans la conférence Est. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Hier soir, il y avait donc dans la conférence Est le troisième match entre les Bucks et les Raptors. Alors victoire après 2 prolongations de cette équipe des Raptors qui avait été complètement dominée après le match 2. Alors allons vite fait Erwan sur le match 2, même si là on est en train de voir le tableau d'hier soir 118-112, un match encore une fois au bout du suspense avec un Kawhi Leonard. Mais donc les Bucks au match 2 nous ont surpris quelque part en écrasant complètement cette équipe de Toronto. On avait laissé les Raptors après un match 1 au goût amer puisqu'ils avaient dominé ce premier match. Et que sur la fin, ils n'avaient pas réussi à planter le clou définitivement pour remporter ce match 1. Match 2, on se dit, ils vont peut-être revenir un petit peu avec la bave aux lèvres ou pas. Et ils se sont fait marcher dessus dès le début du match. Un premier quart-temps, ils ont pris 35-21, moins 14. Ils ne sont jamais revenus dans le match. Ils ont été dominés du début à la fin. C'était assez surprenant de voir ces Raptors-là se faire autant rouler dessus. Alors en face, les Bucks ont été magnifiques. Sont magnifiques pendant ces playoffs. C'est ça, ont été parce qu'il y a des mecs qui ont été très... Ilyasova a été fantastique. Brogdon a été très bon. Donc en plus des joueurs habituellement forts, il y a eu toute une équipe. Il n'y a personne qui est passé au travers. Et en face, malgré un match un peu correct de certains, je pense à Kawhi Leonard qui met quand même 31, derrière ça a été quand même d'une faiblesse assez rare. Kylori 4 sur 13, Siakam 4 sur 9, et donc du coup un match 2 facilement remporté par les Bucks qui mettaient du coup les Raptors dos au mur pour ce match 3. Absolument, donc retour dans le Canada. On se posait la question d'ailleurs au début de la série, qui va prendre l'avantage? Est-ce que les matchs à domicile vont compter? On sait que maintenant, lors des 2 premiers matchs, souvent on se retrouve à 1-1 très rapidement. Ce match 3, comment tu l'as senti dès le début? Moi j'ai encore vu cette espèce, sans parler de hurrah basket, mais en tout cas ce rythme effréné, très peu de systèmes appelés, beaucoup de courses, beaucoup de transitions, donc du déchet, mais en tout cas Toronto qui démarre de la meilleure des manières puisqu'ils sont à plus 10 très rapidement dans le match. Ouais, ils commencent très fort avec un rythme, je ne suis pas sûr que ce soit une technique sur le long terme qui va fonctionner de vouloir mettre un rythme encore plus rapide que celui que mettent les Bucks. Les Bucks, on sait que bonne défense ou ballon gagné, ça court, c'est leur jeu. Les Toronto Raptors, je pense, ont plus de qualité sur demi-terrain. Et pourtant, Kylori et les Raptors de manière générale insistent beaucoup sur mettre du rythme. Le repli défensif des Bucks n'a pas été incroyable. On a vu beaucoup de fois Kawhi Leonard aller au dunk à 1 contre 0. Et ça explique un petit peu ce roi basket dans lequel Pascal Siakam aime bien du coup arrive à s'exprimer. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que défensivement il y a eu des choix. On a vu Kawhi Leonard
en direct sur Yanis dès le début du match, et surtout ces fameuses trappes qui ont causé beaucoup de problèmes à Yanis et qui ont surtout offert beaucoup de ballons gagnés à la défense des Raptors. Il y a eu pas mal de ballons perdus, 20 pour cette équipe des Bucks, et de l'autre côté 17. Bon, sur un match à 2 prolongations, ça peut aussi s'expliquer, il y a la fatigue et ainsi de suite. En tout cas, les Toronto est donc à plus 7 à la mi-temps. Ensuite, les choses commencent à se tasser un peu, et on a quand même des mecs qui ont surperformé, j'ai envie de te dire. Je vais rester côté Bucks pendant quelques secondes, mais c'est vrai que Brogdon est à 20 points, Georgie est encore une fois magnifique à 24 points, Eric Bledsoe passe un peu au travers, voire complètement au travers, mais en tout cas les seconds couteaux arrivent côté Milwaukee à suppléer Yanis, qui finit à 12 points, à 23 rebonds et 8 pertes de balles, et Fallout aussi pendant les prolongations. Donc c'est vrai que cette équipe de Bucks nous conquit quelque part, puisque même lorsque les stars ne sont pas présentes, Middleton aussi est à 9 points, eh bien les autres permettent de rester dans le match et s'offrir une fin de match. C'est une vraie équipe, on le savait pendant la saison régulière. Moi j'avais quelques interrogations sur les playoffs, puisque quelque part c'était pour eux nouveau de passer un premier tour, de passer un deuxième tour, donc de découvrir les finales de conférence. Et en fait, l'avantage que je donnais à Toronto, c'est-à-dire d'avoir un petit peu plus de maîtrise, un petit peu plus d'expérience dans cette finale de conférence, en fait ces qualités-là que j'imaginais chez les Canadiens, je les retrouve complètement chez les Bucks et pas chez les Canadiens. Et c'est assez curieux. C'est étonnant, et ça me fait penser, alors pas dans le même style, mais à Boston l'année dernière. Ce qui nous avait impressionné l'année dernière, c'était cette espèce de maturité collective. Sans dire qu'ils vont gagner tous les matchs, sans dire qu'ils vont aller au bout. C'est vrai que dans les grands moments, des effectifs plutôt jeunes, avec des stars qui n'ont pas connu le très très haut niveau, on passe à Yanis, à Middleton et ainsi de suite, eh bien arrivent dans les grands moments à être très forts, à faire les stops quand il faut, et à toujours être dans le match. Être dans le match, ça te permet de prendre la plupart du temps les matchs. Là, ils le perdent, mais on est plutôt séduit en tout cas par cette équipe, on continue de l'être. Ils le perdent après 2 prolongations, mais ils sont complètement dans le match. Ils sont bousculés un petit peu sur le début du match, et je trouve que de manière générale, dans cette confrontation, les Bucks gèrent beaucoup mieux leur temps faible que les Raptors. Les Raptors, quand ils prennent un éclat, ils prennent un réel éclat. C'est surtout sur le match 2. Pour le coup, c'est ça qui te fait dire ça peut-être. Ouais, toi, hier, c'est moins le cas. Oui, mais hier, tu vois, pour moi, hier, un peu le début de match, le début du Game 3, c'est un petit peu le même début que le Game 2, inversé. Ouais. Et pourtant, c'est pourtant une équipe qui explose et pas l'autre. Et les Bucks, donc Toronto explose complètement dans le match 2. Les Bucks restent au contact et ils le perdent après 2 prolongations. Ils ont les ballons, ils ont aussi les ballons de la gagne. Et c'est ce qui me fait dire vraiment que cette équipe, et hier, quand on regardait le match en direct, je t'envoyais, j'ai vraiment l'impression que ces Bucks-là sont prêts à aller en finale. Et je les trouve que sur ces 3 premiers matchs, c'est une meilleure équipe que les Raptors. Et en ça, pour moi, c'est déjà une première surprise. C'est vrai qu'on en a parlé hier. Et moi, je t'ai dit, s'il y a 2-1 ce soir, je pense au contraire. Que ce sera au moins une série longue, parce que tu m'as confié que tu voyais même une série plutôt courte en 5 pour les Bucks. J'ai cette impression-là que hier, Yanis est bien défendu. Je ne vais pas dire qu'il n'est pas bon, il est bien défendu. Et pourtant, ils sont à ça de le prendre. 2 prolongations, on est presque sur une pièce en l'air. Sur un Kawhi magnifique sur la fin du match et sur les 2 prolongations. Je trouve les Raptors un petit peu émoussés physiquement, ce qui n'est pas du tout le cas des Bucks. Et on rappelle la profondeur de banc, les cartouches il y a plus de cartouches côté Bucks, à l'image d'un Brogdon qui est magnifique en sortie de banc. J'ai un dernier mot sur les Bucks. On va évidemment parler de Kawhi Leonard qui est historique. Hier, ils finissent à 31% au tir à 3 points, 14 sur 44 les Bucks, 37% au tir, 38 sur 102. Et au lancer franc, ils en laissent 11. Donc c'est vrai que dans la balance à la fin du match, ça fait beaucoup. Je donne quelques exemples. Middleton est à 1 sur 6 au tir à 3 points, Bledsoe à 1 sur 6. Yanis à 0 sur 3 et Mirotic à 1 sur 7, et t'es quand même dans le match, c'est quand même assez incroyable. Petite déclaration de Giannis Antetokounmpo qui hier a dit: déçu de moi? Sûrement pas, je suis Giannis. Ce qui m'agace, c'est qu'on avait une chance, même si on n'a pas bien joué. On ne peut pas laisser Kawhi mettre 11 paniers comme Middleton, Bledsoe et moi en mettons 11 à nous 3. Nous sommes les leaders de l'équipe, ça ne peut pas arriver. Ce que j'aime bien dans cette déclat, c'est qu'il très vite, il enlève sa performance personnelle, il revient sur le match et sur le fait qu'ils étaient pas loin de le prendre et que ça le frustre de ne pas l'avoir pris. Le fait qu'il ait mis que 12 points, finalement, pour lui, c'est anecdotique. Ce qu'il voulait, c'était gagner, parce qu'on rappelle quand même que les Raptors, en ayant pris une doudoune au match 2 et en allant chez eux, ils étaient clairement dos au mur. On va pas rappeler cette stat que tout le monde connaît, même ma grand-mère, qu'à 3-0, personne n'est jamais revenu. On a le tableau, mais c'est pour l'autre série. Voilà. Donc à 4-0, jamais personne n'est revenu. Donc les Raptors ont eu chaud. Et les Bucks peuvent avoir des regrets parce qu'ils sont pas loin. Et j'aime bien Giannis Antetokounmpo, plutôt que revenir sur sa déclaration, sur sa performance individuelle, dit:
Si celui-là on l'avait pris, c'était terminé. Absolument. Évidemment, on est en direct, hein, on voit vos commentaires. Kawhi qui défend sur Yanis, c'est quelque chose, nous dit Tutur 4. Il y a Chucky Croster qui nous fait cette déclaration merveilleuse, Erwan. Bonjour la First Team, je ne suis pas très sport, mais j'aime beaucoup vos personnages. Sympa, sache que nous sommes aussi comme ça dans la vie. Allons sur Kawhi Leonard, donc qui hier soir rentre dans l'histoire à la fois des playoffs et dans la franchise du Canada, des Raptors. Alors hier soir, il finit à 36 points. Certes, son pourcentage n'est pas très élevé, 11 sur 25, mais dès la première action, il semble blessé. Et c'est fou de s'imaginer que Kawhi Leonard, qui est clairement pas à 100%, on le voit sur ses courses, on le voit sur ses tirs aussi manqués, il nous avait habitués les tours précédents à être très très fort sur ce genre de tir, eh bien continue à dominer et à faire la bascule dans la fin de match. Ouais, il a été magique et magnifique encore. Lui et Marc Gasol vraiment les sauvent. Après, il a un pourcentage cata parce qu'en face, il se relaie sur lui. Et tu disais quand on regardait les matchs hier soir, tu disais mais Middleton, il se bute sur lui, ce qui peut expliquer son pourcentage un peu cata à Middleton, mais derrière ils l'ont rendu tout compliqué. Alors ce qui est chiant avec ce joueur Kawhi Leonard qui est magnifique, c'est qu'il est trop fort, mais je reste persuadé que c'est la bonne manière de faire. C'est que de lui rendre les choses compliquées. Ok, t'es très fort, mais on va te rendre la vie compliquée. Tu as mis 36, bravo à toi. Je suis pas sûr qu'avec cette défense-là, sur toute la série, il puisse, comme il l'a fait au tour d'avant, faire gagner la série à lui tout seul. Polo n'hésite pas à mettre ce tableau pour vous montrer combien cette campagne de playoff 2019 est historique pour Kawhi Leonard. Donc il est à 32 points de moyenne, bon pas mal. Hein. C'est son 6e match à plus de 35 points, c'est le record de franchise. Laurie en a 5 toujours, DeRozan en avait, Carter en avait 3 et Bosch un seul. C'est aussi son 10e match à plus de 30 points sur 16 matchs joués. Il rejoint des mecs, des petits gars hein, tels Karim, Kobe, Michael Jordan et LeBron je crois aussi. Qu'est-ce que tu retiens du match 3 d'hier, quand on les a vus se faire? Donc sur le match 1, ils doivent quasiment, ils le dominent mais ils le perdent. Match 2, ils explosent. Et match 3, ils sont au bord du gouffre. Qu'est-ce que tu retiens au bout de 3 matchs côté Raptors? Dans quelle position tu te mets toi par rapport à ça? Je retiens que cette espèce de dépucelage de victoire dans cette finale de conférence peut vraiment leur faire du bien, doit lancer leur dynamique. Je les sens émoussés. Hier, Kawhi joue 52 minutes, il n'est pas à 100%, c'est un peu flippant, mais c'est à Nick Nurse, du coup, de trouver des solutions. Tu as parlé de Marc Gasol qui a été clairement ciblé et qui a été vraiment mauvais sur les 2 premiers matchs. Hier, fait un bon match dans l'agressivité. Ils ont besoin que les gens autour de Kawhi Leonard soient vraiment bons. De toute manière, c'est une finale de conférence, les Bucks sont la meilleure équipe de la NBA, tu es obligé d'être au top. Donc si Marc Gasol est très bon, au moins bon, on va dire. Si Kyle Lowry ne sort pas à 6 fautes à 8 minutes de la fin du match, même avant prolongation, si Norman Powell surperforme comme ça, il y avait qui encore? J'ai noté qui encore? Serge Ibaka a le droit d'être un peu meilleur. Bref, en tout cas, si les seconds couteaux sont meilleurs, je pense vraiment qu'ils ont une chance de passer et je serais pas surpris que dans un match, il y ait 2-2. Mais hier, ce que j'ai bien aimé chez Marc Gasol, c'est qu'au-delà, où tu as raison, de son agressivité, on l'a vu sur des fins de tir à 3 points. Siakam, évidemment, Siakam. Sur des fins de tir à 3 points, aller agresser, aller provoquer des fautes, mais on a surtout retrouvé le Marc Gasol des Grizzlies, qui diffuse par son jeu de passe. Et ça, dans le premier quart-temps, dès qu'il y a le premier écart, ça a changé beaucoup de choses pour les... Des petites passes pour Siakam. Ouais. Et pour Norman aussi, Powell. Ouais. Donc ça a changé pas mal de choses, ce côté Marc Gasol en tête de raquette qui diffuse. On a retrouvé le Marc Gasol un peu... En fait, le truc, c'est que... Il le fera toujours, je pense qu'il peut diffuser, il fera toujours ces quelques passes D. On l'avait pas vu sur les 2 premiers matchs. Le truc, c'est que, en fait, si tu mets pas un tir, si t'es pas à droit, si on te laisse des tirs grands ouverts à 3 points et que t'en mets pas un, forcément, derrière, c'est plus difficile de faire des petites passes D et d'avoir un impact sur le match. J'ai une autre question tout à l'heure que j'ai abordé un petit peu sur le rythme du match. Ouais. On sait que le rythme élevé, c'est quand même le style et la panaché des Bucks. Est-ce que le rythme est freiné tout le match, et là je pointe du doigt Kyle Lowry, cette espèce de, on sait que il a un gros coffre, on sait que c'est son truc, il aime courir, il aime courir, mais est-ce que parfois c'est juste, notamment je reviens sur le match numéro 2, quand ils encaissent panier avec lui, le premier truc qu'ils trouvent à faire, c'est remise en jeu, faire un tout droit 1 contre 4 pour aller provoquer des fautes. Est-ce que dans le rythme, il ne devrait pas justement ralentir le rythme, aller sur demi-terrain? Et on sait que sur demi-terrain, que ce soit défensivement ou offensivement, les Bucks, ils ont un peu plus de mal à installer leur jeu. Sur le principe, c'est difficile d'aller contre toi. Ça a Nick Nurse peut-être justement d'installer ce semblant de faux rythme. Ils ont besoin de courir dans tous les cas, hein. Siakam, Kawhi, ils peuvent aller chercher. Alterner un peu plus, bien sûr, mieux courir. Dans les temps faibles, de toute manière, et ça on le dit tout le temps, lorsque tu es meneur de jeu, tu dois gérer le tempo. Gérer le tempo, c'est par moment prendre la balle, installer un système, aller au fond des 24, donner la balle à Kawhi Leonard sur du post-up, qu'il aille faire son petit grabuge, et donc contrôler la gestion du tempo. C'est vrai que les Bucks ont besoin de courir pour s'exprimer, ont besoin de courir pour trouver de l'adresse, que ce soit en transition sur Mirotic ou Middleton, et donc on imagine que la meilleure force contre eux, mais ça marche aussi pour les Warriors par exemple, c'est d'essayer de casser leur rythme, d'être physique avec eux et donc de jouer sur demi-terrain. Je te rejoins. Après, regarde hier, ça court, ils gagnent et ils dominent tout le match. Alors ils font peur, mais ils sont dominants sur le match d'hier.
dans ce style de jeu. Ils sont dominants, mais moi, ce qui me fait peur pour eux, ou je suis un peu inquiet pour eux, c'est qu'ils sont dominants, mais quelque part, ils n'arrivent pas à gagner de manière facile. Se dire, bon, celui-là, C'est une on finale l'a de pris. conférence. Ouais, mais les Bucks ont réussi à le faire. Ouais, mais du coup, regarde, ils ont gagné qu'un match. De toute manière, il y en a eu 3. Si sur le match 4, il y a certains ajustements et que Toronto, par la pression populaire, et Drake arrive justement, sans parler d'un blow-out en tout cas, à ne pas avoir de fin de match, tu vois, à gagner de 10-12 points plutôt sereinement, on aura un autre discours. Tu vois le truc? Je pense vraiment que cette victoire faite dans le dur, vraiment, peut leur permettre d'inverser complètement la dynamique. Mais pour moi, ils sont toujours, en fait, ils se sont juste donné un petit répit. Parce que finalement, tu vois, ils sont arrivés menés 2-0, là ils sont menés 2-1, mais si tu perds le match 4 à domicile, ça revient quasiment au même. Tu es mené 3-1 et après tu vas à Milwaukee. Pour qu'ils renversent la tendance, il faudrait qu'ils prennent le match 4 et qu'ils aillent le match 5 en se disant « Ok, on a fait le taf ». Pour moi, ils sont encore dos au mur. Oui, non, mais bien sûr, mais de toute façon, Ils sont dos au mur, ils sont forcément dos au mur, mathématiquement. Oui, oui. Ils sont menés 2-1 et surtout par la manière. C'est-à-dire qu'à part le premier match, sur les 2 derniers matchs, ils n'ont pas réussi vraiment à complètement y installer leur jeu et à complètement dominer les Bucks. Et c'est en ça que moi je suis un peu inquiet pour la suite. Après, on sait que les matchs sur une série, chaque match est complètement différent. La vérité d'un match, elle n'est jamais la même sur le match 2, à part pour sur les autres matchs, à part pour les Warriors. Maintenant, moi, je suis inquiet par rapport à cette gestion du tempo, à cette gestion du rythme et au fait que Kawhi Leonard doit être fantastique à chaque fois, quoi. Ça, on le savait, non? Ça te choque? Moi, que de mon meilleur joueur de niveau top 3 de toute la NBA soit fantastique pour en finale NBA. Moi, ce qui me choque, c'est que Kawhi soit beaucoup. Alors, hier, il est fall out, mais il est quand même souvent en problème de faute parce qu'il met des surpressions. Alors, il se retourne tout le temps aux arbitres pour faire. Mais au bout d'un moment, tu as le droit de t'adapter. Tu vois Oui, c'est sûr. Que Danny Green soit dramatique. Heureusement que Norman Powell, sur le match 2 et sur le match 3, step up un peu et amène des choses défensivement et offensivement. Donc, je sais pas, faut que. Je suis un peu inquiet pour ces Raptors, pour être tout à fait honnête. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes comme Erwan un peu hacké. C'est vrai que toi, tu me parlais d'une série courte. Donc pourquoi pas voir 2 victoires d'affilée pour cette équipe des Moi, j'ai mis les Raptors en finale, mais vraiment, quand je vois sur ces 3 premiers matchs, je trouve que le contrôle est côté Bucks et que j'ai vraiment la sensation que après 3 matchs, que les Bucks sont une meilleure équipe, plus complète, avec plus de maîtrise, voire plus d'expérience, alors qu'en fait l'expérience elle est de l'autre côté, elle est chez les Bucks. A priori, oui. Regarde, il y a Virage Auteuil qui nous dit sûrement, un supporter de Kylian Mbappé, Siakam, il loupe 2 lancers francs, on se demande comment, il balance des parpaings et il défend pas assez bien pour moi. C'est vrai qu'hier, les 2 lancers francs de Pascal Siakam, alors que c'est un joueur hyper correct, sur la ligne, il est arrivé, juste avant il venait de faire 1 sur 2. Ces 2 lancers francs, c'est aussi dans ces moments-là que je te rejoins, que tu sens la fébrilité de la franchise, de l'équipe et de Nick Nurse qui, c'est vrai que là je vois dans les commentaires, Max Tavanam nous dit ça, émotionnellement, j'ai l'impression qu'il lâche beaucoup d'influx en fait et que au lieu de calmer ses gars, il est toujours dans l'émotion. C'est des finales de conférence et l'émotion fait partie de ces hauts niveaux-là. On se rappelle dans la série entre Westbrook et Lillard, c'est l'émotion, la gestion de l'émotion fait partie des grands moments et Nick Nurse découvre ce niveau-là, Siakam découvre aussi ce niveau-là. D'ailleurs, après ces 2 lancers francs ratés, il s'est excusé auprès de ses coéquipiers parce qu'il aurait aimé raccourcir le match, mais on peut être à 98% sur la saison au lancer franc. Mettre des lancers francs dans des fins de match, c'est un autre métier. Complètement. C'est absolument. Surtout quand c'est un niveau que tu n'as jamais atteint et que tu découvres. On a fait presque le tour sur cette petite série. Je te donne un dernier prono, Erwan, sur le match 4. Qu'est-ce que tu vois? Moi, je vois les Bucks. Donc les Bucks vont faire un exploit extérieur. Ouais, je vois les Bucks aller gagner à Toronto. Ils sont tout le temps allés prendre un match, que ce soit à Boston ou il y a Indiana avant. C'est sûr. Non, c'était pas Indiana avant, c'était Détroit. Ouais, donc, contre Boston. Ouais. Mais je les vois aller prendre un match extérieur. C'est une équipe qui voyage plutôt bien. Et hier, même s'ils se sont fait secouer, ils ont quand même toujours trouvé les ressources pour revenir. Ils sont pas passés loin. Et je pense qu'ils savent qu'en gagnant à Toronto, ils plient la série. Donc je vois les Bucks. Bucks, moi je vois. Malheureusement parce qu'on a envie d'avoir une série longue. Oui, absolument. Moi je vois quand même une victoire, encore une fois, au forceps de cette équipe de Toronto derrière moi. J'ai du mal sauf blessure, Kawhi Leonard a 30% de ses capacités physiques. Il y a un truc dans cette équipe, on l'a dit sur tous les playoffs avant, même s'ils sont dominés, ils ont quand même les atouts pour se réveiller, pour installer quelque chose de très compliqué pour la blessure de Kawhi, on dirait que c'est un coup plus que musculaire. Ouais, mais bon, il a jamais réussi à s'en sortir pendant tout le match. Il a boité tout le match, hein. Sans dire qu'il a boité, c'est pas non plus Isaiah Thomas, mais il était gêné. Ouais, il était gêné. Dans ses courses, ça se voyait. Il était gêné. Bref, on verra en tout cas, vous nous dites dans les commentaires ce que vous en passez. Il y a Raptus là qui nous dit fan des Raptors, mais je pense que les Bucks prennent la série en 5 aussi. Il y a Max Navanan qui dit ces finales de conférence sont assez décevantes.
tout de même, c'est vrai que le tour d'avant était un peu plus excitant. Ouais, mais moi, je parlais- trouve qu'on s'embourgeoise terriblement. Ces Ah bah playoffs ça, c'est sûr. sont plutôt de très bon niveau. Et il faut aller voir plus loin que les 3-0 ou les 2-1. On a Sur le quand même contenu, on a des sur le belles contenu, on choses. voit quand même du très bon basket. Mais C'est bon, vrai. Il y a Yankees, on va encore nous sortir qu'en 94, c'était mieux les playoffs. Bon. Yankees, en dernier commentaire, qui nous dit qu'il faudrait que Toronto retrouve un équilibre, savoir ce qu'ils doivent faire en attaque, notamment hors jeu de transition. Ah oui, hors jeu de transition. Côté défense, la fatigue commence à se faire ressentir. J'ai pas la fin du commentaire, mais c'est ça. Bref, on a fait le tour sur cette finale de conférence, de la conférence Est, entre Milwaukee, donc qui mène 2-1 face à Toronto. On va pouvoir tranquillement aller du côté de la Californie et de l'Oregon dans la conférence Ouest. C'est parti.